Alors, depuis 2020, elle approfondit ses connaissances dans le domaine des évaluations pour l'obtention de fauteuils motorisés et de motorisation. Son objectif est d'offrir des solutions qui renforcent l'autonomie, la confiance et la performance au quotidien. Alors, nos deux conférencières aujourd'hui vont nous parler des unités auxiliaires de propulsion motorisée, pour qui et comment, un sujet super intéressant. Allez-y, mesdames. Merci, Élise. Donc, c'est moi qui commence avec vous, Joël Bourdage, au niveau des objectifs de la présentation. À la fin de la rencontre aujourd'hui, vous allez connaître les règles d'attribution de la RAMQ pour les unités auxiliaires de propulsion motorisée. Vous allez connaître les divers types d'unités auxiliaires de propulsion motorisée et leurs usages principaux. Et vous allez aussi connaître le processus d'évaluation et attribution pour les motorisations auxiliaires. La présentation va se faire en 7 parties. Donc, on va développer au niveau des critères d'admissibilité auprès de la RAMQ. On va parler du tarif. On va voir quels sont les types de motorisation, donc arrière, avant et centrale. On va voir comment se passe l'évaluation, la livraison et qu'est-ce qu'on peut faire comme suivi. Pour terminer, on va faire la période de questions. Donc, on va y aller vraiment à la toute fin pour les questions. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les inscrire dans le chat ou sinon, là, vous les inscrire à côté pour les poser en toute fin de rencontre. Donc, au niveau des critères d'admissibilité RAMQ, un client doit être admissible à l'article 53 pour l'obtention d'un fauteuil motorisé afin d'obtenir une motorisation auxiliaire. C'est exactement les mêmes critères. Donc, on va avoir le 53.1 pour un usager qui est tétraplégique au niveau C3, C4, C4, C5 ou C5, C6. On va avoir l'article 53.2 au niveau de l'impotence permanence des deux membres supérieurs et d'au moins un membre inférieur. Et le 53.3 pour l'insuffisance sévère cardiaque ou respiratoire. C'est dans ce cas-ci un client qui est admissible à l'article 51, mais qui est incapable de propulser son fauteuil manuel. Donc, concrètement, on pourrait avoir K, qui est un usager tétraplégique de niveau C6 Asia A. Il est admissible à un fauteuil motorisé selon l'article 53.1. Donc, on pourrait aussi, avec ce client-là, plutôt se diriger vers une propulsion auxiliaire. Si on a R, qui est un usager avec une paraplégie complète T2 et scoliose, seulement ça ne lui permet pas d'avoir une motorisation. Par contre, avec le syndrome de surutilisation des membres supérieurs, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, il est admissible à un appareil motorisé selon l'article 53.2. Il est donc aussi admissible à une unité auxiliaire de propulsion motorisée. Et vous voyez où je m'en vais. Donc, on a S qui est un usager avec arthrose sévère au genou, mais il a aussi une insuffisance respiratoire qui a été attestée par son pneumologue dans le groupe B. Il est admissible à un motorisé selon l'article 53.3. Il est donc aussi admissible à une motorisation auxiliaire. Par contre, il faut faire attention, on n'oublie pas que les usagers admissibles à l'article 53.3 doivent obtenir des équipements qui sont valorisés. C'est parfois plus rare d'avoir des motorisations auxiliaires en valorisation. On a d'autres pièges qui sont possibles au niveau de l'admissibilité. Donc, il ne faut pas oublier qu'un client qui serait admissible à l'article 53.2, mais qui a aussi une maladie dégénérative, donc il pourrait bénéficier d'un fauteuil manuel selon l'article 51.7, il pourrait décider, plutôt qu'avoir un fauteuil motorisé complet, de rajouter une motorisation auxiliaire sur son manuel. Par contre, il ne pourra pas obtenir un motorisé en plus. On a aussi le cas de figure d'un client qui aurait un quadriporteur qui est octroyé par le ministère. Il ne peut pas, en plus, ajouter une motorisation sur son manuel. Donc, on a seulement une motorisation qui peut être défrayée, que ce soit par la RAMQ ou le ministère. Au niveau du tarif, la RAMQ, elle n'a pas balisé l'octroi des unités auxiliaires comme pour les fauteuils manuels ou les bases, les motorisés. Donc, ce n'est pas selon un appel d'offres. La RAMQ, elle autorise un certain montant, un montant maximal, qui est de 4 950. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une motorisation qui est à 4 950 ou moins, je peux l'octroyer à mon client. Mais pas tout à fait n'importe quelle motorisation. Il y a quand même des détails importants. La motorisation doit aller au maximum à 10 km/h. Les réparations doivent être possibles.
on doit avoir une représentation qui est adéquate. Donc, on ne peut pas acheter des trucs sur le web sans avoir là, de la représentation dans nos SAT. Et l'usager ne peut pas non plus défrayer l'excédent. Donc, il ne pourrait pas décider d'avoir une motorisation qui est plus chère dans les 8, 9, 10 000 puis dire, ben la RAMQ payera 4 950 et moi, je vais payer la différence. C'est vraiment, vraiment important au niveau de la vitesse. Vous allez voir avec Mélissa tout à l'heure, il y a plusieurs appareils qui peuvent aller à plus de 10 km/h. Mais si on ne peut pas barrer la vitesse maximale au niveau de la RAMQ, l'appareil ne peut pas être octroyé. Au niveau de la facturation, on a dit que pour avoir une motorisation auxiliaire, il fallait être admissible à un fauteuil motorisé. Mais ce n'est pas considéré comme un fauteuil motorisé, une motorisation. C'est un composant facultatif au fauteuil manuel. Donc, qui dit composant dit code. Alors, il y a plusieurs codes. Ça peut être parfois un petit peu mêlant, les codes. Je vous ai mis là, les codes figures principaux ici, mais au besoin, là, référez-vous à vos agents en facturation. Là, ce sont les meilleurs pour vous aider là-dedans. Donc, on a le 7800012. C'est si j'installe une motorisation auxiliaire sur un appareil dont le code débute par 715. Donc, un appareil qui était là sur l'ancien décret, sur le contrat 2017-2021. Vraiment un appareil au décret. Je vais avoir le 781. Donc, juste la petite différence est là, 7810012. Dans ce cas-ci, c'est que j'installe une motorisation, mais sur un appareil dont le code débute par 721, donc le contrat actuel, le contrat 2021-2026. Ces deux codes-là, ils ne nécessitent pas de demande d'autorisation parce que ça veut dire que j'ai un appareil au décret et sur lequel je mets une motorisation au tarif. Donc, je n'ai pas de demande d'autorisation à faire à la RAMQ. Mais bien entendu, il y a des pièges à ce niveau-là aussi. Donc, parfois, une unité auxiliaire de propulsion motorisée, ça peut être un composant CS. Dans quel cas ça va l'être si je l'installe sur un fauteuil qui est en considération spéciale? Donc, par exemple, un Taillight, un Apex C. À ce moment-là, ma motorisation, même si elle est au tarif à 4 950, elle va basculer sous un code CS. Ça peut être le code 798-1059 si mon appareil a été donné dans les années 2021-2026, ou ça va être le 798-1030 si mon appareil a été donné de 2017 à 2021. J'ai pas mis dans la présentation le code pour les appareils 4000 parce qu'on n'en croise plus là, si souvent que ça sur lesquels on rajoute les motorisations. Donc, l'exemple classique, ce serait mon client, il est dans un cadre rigide en considération spéciale parce qu'il avait besoin d'une configuration particulière qui n'était pas disponible sur les cadres rigides de la RAMQ, mais je lui donne une motorisation qui est au tarif. On va en voir plusieurs tout à l'heure avec Mélissa. Même si ma motorisation est à 4 950, elle devient une motorisation en considération spéciale. L'autre cas de figure, ça serait si une motorisation dépasse mon tarif de 4 950. Donc, à ce moment-là, même si je l'installe sur un appareil au décret, elle va se retrouver sous le code de 798-1050, là, donc le code autre composant bilatéral. Donc, en exemple, mon client est dans un Apex A, dans un Quickie 5R, il pourrait être dans un C2, peu importe, mais il a besoin de roues centrales motorisées qui sont hors tarif. Donc, à ce moment-là, mon unité auxiliaire là, devient une motorisation en considération spéciale. Petite note quand même pour vous dire, la RAMQ elle a été informée que ça serait vraiment facilitant de toujours utiliser le même code 798-1059 pour toutes les demandes en considération spéciale. C'est sur la table à dessin. Là, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là parce que là, présentement, quand on fait des recherches de code, on peut avoir des motorisations là, sous plusieurs codes. Ça peut compliquer là, la chose. Comme toute considération spéciale, bien entendu, il faut être en mesure de démontrer que les éléments au tarif, donc dans ce cas-ci, les motorisations qui rentrent dans le 4 950 ne conviennent pas aux besoins de l'usager. Et dès que ma motorisation bascule sous un code CS, c'est une demande d'autorisation. Donc, c'est une demande que je vais faire avec différents justifiants cliniques qui peuvent être l'aménagement domiciliaire ou du lieu de travail, le type de véhicule automobile, les habitudes de vie, l'environnement et, bien entendu, là, tout ça va être corroboré par des essais cliniques. Donc, je laisse maintenant la parole à Mélissa pour les types de motorisation.
Maintenant, on va parler des différents types de motorisation. À noter dans cette présentation, on va pas aller dans le spécifique des différents types de produits. Ça va être dans une autre présentation dans le futur. Donc, il existe trois types de motorisation. Donc, l'arrière, l'avant et le central. Donc, on va commencer avec les motorisations arrière. Donc, ce qui est disponible avec les tarifs de la RAMQ sont le Smart Drive de Permobil, le Smooth One de Albert, le Yumper qui est vendu par Amelior et le Impulse R90 de Sunrise. Donc, une motorisation arrière est une module qui pousse le fauteuil manuel en étant installé à l'arrière de celui-ci. Au niveau de l'installation, elle s'installe sur la barre d'essieu sur une cadre rigide ou à l'aide d'une barre amovible entre les essieux sur un cadre pliant. Elle n'augmente pas le poids du fauteuil manuel, ni la largeur ou la profondeur hors tout. Toutefois, il y a certains modules qui dépassent légèrement à l'arrière de l'appareil. Elle est compatible avec la majorité des fauteuils manuels rigides ou pliables au décret. Toutefois, il y en a des modèles qui sont plus ou moins faciles à mettre et à retirer sur un appareil pliant. Puis il y a quelques modèles qu'il faut faire attention à la hauteur sur le siège arrière et à la grosseur des roues arrière. Elle peut demeurer en place pour accéder à une table ou lors des transferts. Un petit note que le map d'orthofab est considéré comme motorisation arrière que je vais parler sous peu. Au niveau de la conduite, cette motorisation, l'usager est possible de propulser manuellement l'appareil même si le module est en place. Elle demande toutefois de très bonnes habiletés de propulsion, donc des bonnes réflexions pour arrêter le fauteuil, passer un seuil, éviter des obstacles, donc vraiment une attention constante. Donc, pour ces raisons, c'est peut-être pas la solution logique pour tous les usagers. On peut pas aller en reculant, puis c'est pas recommandé d'utiliser la motorisation en descente de pente car ça va augmenter la vitesse. Elle se contrôle par des interrupteurs ou différents types de manettes, donc des boutons ou une roulette, et il y a quelques modèles qui se contrôlent via une montre intelligente. Au niveau du poids, ce sont le plus léger des motorisations qui existent. Donc, elles sont entre 13 et 16 livres. Donc, pour ces raisons, elle est tendance à être les plus populaires à ceux qui sont donnés de toutes les motorisations. Il faut faire attention avec les capacités de poids de l'usager selon les modèles. Au niveau de l'autonomie, la vitesse maximale est généralement autour de 10 km. Toutefois, il y en a quelques modèles qui sont limités à juste 6 km. On peut régler à la vitesse maximale. L'autonomie de la batterie est entre 15 à moins de 25 km selon l'appareil. La batterie peut se retirer dépendant des modèles et on peut les charger séparément dépendant des modèles. Au niveau de l'utilisation, elle peut être utilisée tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça peut être utilisé sur des différentes surfaces selon les habiletés et le niveau de confiance de l'usager. Donc, de façon imaginée, utiliser une motorisation arrière, c'est comme se faire pousser par une personne qui aurait les yeux bandés. Donc, la motorisation arrière ne fait que pousser sans égard au terrain à la nécessité de freiner au pont. Donc, vraiment, ça requiert une attention constante de l'usager. Donc, l'usager doit être en mesure de contrôler la motorisation et son fauteuil manuel en tout temps. L'autre type de motorisation arrière, c'est le MAP d'orthofab que je suis plusieurs d'entre vous déjà entendu puis déjà vu avec des clients. Donc, c'est une motorisation arrière parce qu'il s'installe en arrière de l'appareil et uniquement sur le Prima 4 d'orthofab et via des supports d'installation sur le fauteuil. Il faut faire attention que avec la largeur et la hauteur sur le siège quand on l'installe sur le fauteuil. Lorsque la motorisation est installée, l'usager ne peut pas propulser le fauteuil en mode manuel. Elle devient comme un motorisé.
Donc, quand la personne est assise au fauteuil, il est très difficile pour lui de retirer la motorisation avec la façon qui est installée. Cette motorisation est conduite via un joystick, donc il paraît quand il est tout installé comme un fauteuil motorisé. Cette motorisation est très lourde, elle est autour de 50 livres. Puis il y a des poids maximaux de l'utilisateur qui est de 250 livres. La vitesse maximale est quand même limitée à juste à 5 km par heure, donc l'autonomie de la batterie est quand même limitée. C'est pour ces raisons, il est plus utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme la vitesse est plus limitée, donc il est moins performant à l'extérieur. Maintenant, on va parler des motorisations avant. Donc, ceux qui sont disponibles avec les tarifs de la RAMQ, c'est le Mototronics de Permobil, le EcoAssist de ReAscent, le Companion de ChillCare et le EcoTravel de ReAscent. Une motorisation avant soulève l'avant de l'appareil pour en faire un 3 roues, donc comme un triporteur, et l'usager la contrôle par un guidon de conduite. Au niveau de l'installation, elle se fait sur le châssis avant de l'appareil ou sous l'assise, dépendant des modèles. Elle n'augmente pas le poids du fauteuil manuel lorsque retiré, sauf il y en a quelques modèles auxquels ça requiert des ancrages permanents sur le fauteuil pour permettre l'installation, et l'installation permanente de ces ancrages peut augmenter légèrement le poids de l'appareil de l'usager. Elle augmente toutefois la profondeur hors tout de l'appareil. Donc, ceci peut avoir quand même un gros impact pour les déplacements en endroits restreints comme à domicile ou dans les commerces. Lorsqu'elle est installée, elle soulève les roues avant, donc ça rapproche les antibasculants plus vers le sol. Elle est compatible avec plusieurs des fauteuils manuels rigides ou pliables au décret, selon les particularités. Toutefois, il faut prendre en note, quand c'est installé sur un fauteuil manuel, les appuis-pieds peuvent rentrer en conflit avec l'installation du moteur avant. C'est un peu plus facile de l'installer sur un fauteuil manuel rigide. Elle doit être retirée pour accéder à une table ou pour les transferts. Au niveau de la conduite, lorsqu'elle est installée, l'usager peut pas propulser, mais seulement légèrement propulser leur fauteuil lorsqu'il est installé parce que ça devient comme un fauteuil motorisé. Elle conduit avec un guidon et une frein à la main, donc elle peut avancer, reculer, régler la vitesse. C'est quand même généralement intuitive la conduite. On peut maintenir la vitesse en descente de pente et freiner aussi lors de la descente. Au niveau du poids, les unités sont entre 20 et 35 livres, puis il y en a quelques modèles auxquels on peut séparer quelques parties pour diminuer le poids de transport. Il faut considérer aussi les poids maximaux de l'usager. Au niveau de la vitesse, donc ces motorisations ont tendance d'aller à plus que 20 km par heure. Toutefois, ils doivent être limités à 10 km avec la RAMQ. L'autonomie de la batterie est variable entre 15 à 50 km selon l'appareil et l'utilisation. Les poids maximales sont généralement, on peut monter jusqu'à 10%. On peut charger la batterie sur l'appareil ou les retirer dépendant des modèles. Au niveau de l'utilisation, c'est plus une utilisation plus tout-terrain qu'une motorisation arrière. Comme il est muni d'une grande roue en avant, il est plus performant à l'extérieur pour aller sur le gazon, la neige, le gravier. Et donc, plus extérieur. Donc, comme il y a il y a un empattement plus large et moins idéal à l'intérieur. Puis, il y a plusieurs des motorisations qui sont hors standard, qui ne sont pas couverts avec la RAMQ. Là, dernièrement, on a les motorisations centrales. Donc, avec les tarifs de la RAMQ, il y a le Quickie Extender de Sunrise. Puis, ceux qui ont été donnés en considération spéciale plusieurs fois étaient le Emotion de Albert et le Impulse M90 de Sunrise. Donc, la motorisation centrale
Ce sont les roues de l'appareil qui deviennent le moteur en découplant la force appliquée. Donc, au niveau de l'installation, c'est au lieu d'avoir les roues réguliers du fauteuil, c'est les roues motorisées qui s'installent à la place. Donc, la personne, l'usager aura ses roues arrière réguliers, puis si ils n'ont pas besoin d'utiliser les roues motorisées, il peut facilement mettre les roues arrière avec le changement de l'essieu via le dégagement rapide. Il faut juste considérer les grosseurs des roues et la grandeur des cerceaux pour rendre compatible. Ça augmente considérablement le poids de l'appareil. Et je vais parler de c'est quoi le poids très super. Il augmente aussi légèrement la largeur hors tout de l'appareil. Elles peuvent demeurer en place pour accéder à une table ou lors des transferts. Au niveau de la conduite, comme mentionné, ça décuple la force appliquée par les membres supérieurs sur les cerceaux par des capteurs entre les cerceaux et la roue. Donc, ça peut accentuer les inégalités de force entre les membres supérieurs, mais on peut faire des ajustements entre la roue droite et gauche selon les modèles. Il y a plusieurs fonctions qui sont disponibles selon les appareils. Donc, on peut régler les vitesses. Il y en a quelques appareils qui peuvent conduire avec un joystick, assister à la descente de pente. Toutefois, certaines de ces fonctions peuvent être payantes par l'usager. Au niveau du poids, donc, elles sont entre 25 à 42 livres selon le modèle. Donc, comme mentionné, ça augmente considérablement le poids de l'appareil. Donc, quand elle n'est pas utilisée, c'est très, très, très difficile pour un usager de propulser le fauteuil en mode manuel. Donc, il faut prendre ça en considération. Puis, c'est sûr que la personne ne peut pas les retirer les roues lorsqu'ils sont assises. Puis, il faut faire attention des limites de poids de l'usager selon les modèles. Au niveau de la vitesse, ils sont entre 6 à 8,5 km, la vitesse maximale selon les modèles. Puis au niveau de l'autonomie de la batterie, c'est entre 15 à 25 km dépendant de l'appareil et l'utilisation. La pente maximale, généralement, l'usager peut monter jusqu'à 6 degrés de pente. Puis le chargement de la batterie, ça peut être retiré selon les modèles. Au niveau de l'utilisation, c'est très similaire à une motorisation arrière, qu'elle peut être utilisée tant qu'à l'intérieur, tant qu'à l'extérieur. Et à l'extérieur, il peut être utilisé sur des différentes surfaces, dépendamment des habiletés de l'usager et leur niveau de confiance. Et certaines fonctions, comme mentionné, comme l'anti-recul ou l'assistance au freinage, peuvent permettre d'augmenter l'autonomie des usagers. Maintenant, on va parler de le processus de l'évaluation. Donc, pour l'évaluation, moi, j'utilise beaucoup le modèle CMOPI, donc et le modèle personne, environnement, occupation pour aider dans les analyses des besoins du client. Donc, au niveau de la personne, on va regarder les capacités cognitives et affectives. Donc, est-ce qu'ils comprennent comment utiliser la motorisation? C'est quoi leur niveau d'attention, leur jugement, l'autocritique? Et aussi, est-ce que la cliente est très anxieuse? Est-ce qu'ils sont motivés pour utiliser un appareil motorisé? Par la suite, on va regarder leurs capacités physiques. Donc, est-ce qu'ils sont capables de propulser un fauteuil manuel? Est-ce qu'ils sont capables de gérer l'équipement, donc de l'installer, de retirer, le mettre dans leur auto, charger les batteries? Est-ce qu'ils ont un bon équilibre assis? Et on va regarder leur environnement et leurs habitudes de vie. Donc, est-ce qu'ils demeurent dans un endroit accessible ou non accessible? Donc, exemple, est-ce qu'ils demeurent au 3e étage d'un logement qui est pas muni d'un ascenseur puis ils doivent monter les escaliers à chaque jour? Et où est-ce qu'ils vont utiliser la motorisation? Est-ce que c'est un petit rappel que pour ces produit défrayé par la RAMQ, c'est un usage quotidien et permanent. Donc, est-ce que c'est juste je veux l'utiliser pour voyager ou de temps en temps, ou vraiment j'ai besoin de faire mes commerces, aller à mes activités, monter la pente pour rentrer chez eux? Et c'est comment aussi chez eux. Donc, tout ça doit être pris en considération. Puis les autres éléments à considérer aussi, est-ce que l'usager nécessite des motorisations pour effectuer des repositionnements?
Quel type de diagnostic qu'ils ont? Est-ce que c'est une maladie de type évolutif comme SLA? Est-ce qu'ils seront capables d'utiliser une application sur un téléphone intelligent parce qu'il y a quelques modèles qui dépendent sur l'utilisation d'une application? Donc, en analysant les besoins du client, ça va nous permettre de voir est-ce que une motorisation va répondre à leurs besoins ou peut-être c'est mieux un fauteuil motorisé. Donc, il y a toujours deux côtés du médaille. Donc, il faut toujours questionner pour chaque client pour prendre une décision éclairée. Un rappel que les motorisations le fauteuil motorisé offre des motorisations comme une bascule, un dossier, un siège élévateur qui peut être pas installé sur un fauteuil manuel. Il y a aussi, il est plus performant à l'extérieur parce qu'il y a une meilleure batterie et un système de suspension. Donc, il faut vraiment bien analyser, je répète ça beaucoup, bien analyser les besoins du client parce que ça se peut aussi que même un fauteuil motorisé, peut-être ça répond pas à leurs besoins. Euh, Maintenant, je vais vous parler d'un arbre décisionnel qu'un de mes collègues avait fait pour notre équipe pour mieux voir quel type de motorisation serait mieux pour nos clients. Hey, that's me. Oui, oui. Je donne crédit à Paul Latour. Donc, premièrement, on doit se poser la question, quel type notre usager, est-ce qu'il a une bonne coordination, une bonne préhension, des bonnes vitesses de réaction, bonne capacité d'apprentissage, bonne capacité d'attention? Si la réponse est non, peut-être un map, parce que comme j'ai dit, un map est quand même très logique. Si la réponse est oui à ces questions, là, il faut se demander, est-ce que la personne veut principalement l'utiliser à l'intérieur? Parce il doit gérer beaucoup d'espace restreint. Et après ça, on doit demander, est-ce que la personne a des bonnes capacités de gestion au fauteuil manuel, comme des bons réflexes, comme gérer les seuils? Si la réponse est oui, peut-être une motorisation arrière. Si peut-être la motorisation arrière est pas très logique pour eux autres avec la façon qui est configurée. Peut-être une motorisation centrale. Et dernièrement, si l'utilisation est plus à l'extérieur que l'intérieur et ils sont capables de conserver leur membre supérieur en élévation pour une conduite avec un guidon, peut-être une motorisation avant. À l'évaluation, il est très important de faire des mises en situation avec nos clients. Donc, au niveau de la conduite, comment mettre l'appareil sur le fauteuil, peut-être mettre dans le véhicule et si possible, dans leurs autres habitudes de vie. Donc, ça va permettre aux clients et à nous comme thérapeutes de voir est-ce que ça va répondre à leurs besoins pour le client en étant de le voir en personne. Et aussi, comme mentionné, toutes les motorisations sont pas toutes compatibles avec les fauteuils disponibles avec la RAMQ. Donc, toujours, il est recommandé de faire l'essai sur le fauteuil de l'usager, si possible, ou sinon le fauteuil qui aura avec la RAMQ pour leur donner la meilleure réelle idée de comment ça va fonctionner la motorisation sur le fauteuil et questionner les représentants aux besoins. Parfait. Donc, on continue au niveau de la livraison. Ce qu'on remarque, à force d'avoir donné des motorisations, ça fait quelques années là, qu'on est en mesure d'en octroyer avec la RAMQ, c'est que c'est beaucoup sous-utilisé. Les clients, ils voient ça, c'est le the new shiny object, mais finalement, quand ils quittent la livraison, qu'on les revoit par la suite, on se rend compte que c'est pas autant utilisé que ce qu'ils pensaient le faire. Pourquoi? Bien, souvent, c'est que les livraisons vont vite, puis les clients, ils sortent, ils sont pas nécessairement confiants là, au niveau de l'utilisation là, de la motorisation. Donc, les étapes au niveau de la livraison, on va vérifier au niveau de l'installation, le chargement des batteries, on va faire la gestion des paramètres et de l'application là, aux besoins. Et on va faire des conduites, de la conduite là, avec la motorisation, donc des mises en situation réelles et variées.
Si j'ai un nouvel appareil qui est livré en même temps que la motorisation, bien, je vais débuter par la livraison de mon nouveau fauteuil manuel et des ATP parce que mon ajustement adéquat, la stabilisation de la posture va me permettre une meilleure utilisation de la motorisation. Ça va aussi me permettre de savoir où et comment là, je vais positionner les composants. Donc, par exemple, ma posture pourrait influencer la hauteur du guidon pour une motorisation avant ou le contrôle, là, le positionnement du contrôle d'une motorisation arrière. Mon centre de gravité pourrait être influencé par l'ajout d'une motorisation, particulièrement au niveau des motorisations arrière et centrale. Donc, c'est à réfléchir là, lors de l'ajustement. Et ma hauteur de dossier pourrait influencer l'équilibre postural, là, surtout quand on parle d'une position relevée avec les motorisations avant. Donc, au niveau de mes étapes, la première, on disait la mise en place et le retrait de la motorisation. Donc, on va démontrer à l'usager comment mettre et retirer la motorisation de son appareil. Si requis, on va lui montrer comment démonter la motorisation. Comme disait Mélissa plus tôt, là, il y a certaines motorisations avant qui vont pouvoir se démonter en plusieurs morceaux pour diminuer le poids de transport. Je vais lui faire des mises en situation réelle et représentative de son quotidien pour la mise en place et le retrait de la motorisation. Donc, est-ce qu'il va, les motorisations avant, bien entendu, on est assis dans le fauteuil quand on les installe. Les motorisations arrière, on a quelques clients qui sont capables d'y mettre en demeurant assis dans le fauteuil. Il y en a d'autres qui vont devoir se transférer. Donc, on va reproduire le plus possible le quotidien. Si c'est un client qui a besoin d'embarquer la motorisation dans son véhicule, je vais le faire aussi. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il est en mesure de le faire, mais plus d'une fois et sans consigne ou aide extérieure. Souvent, on va faire l'installation au début du rendez-vous, on va lui faire quelques fois, c'est beau, on part, mais on venait juste là, de faire les représentations. Donc, moi, j'aime beaucoup refaire la mise en place retrait après toutes les mises en situation de conduite, être sûr que mon client s'en souvient. Et bien entendu, là, on peut tout enseigner ça aussi à l'aidant de notre usager là, selon son fonctionnement. Au niveau du chargement des batteries, donc, on va s'assurer de démontrer à l'usager comment charger les batteries. Il faut faire attention aux particularités. Il y en a certains appareils, il faut retirer la batterie pour le charger. Il y en a d'autres, c'est pas nécessaire. Des fois, il faut brancher dans le mur en premier, donc c'est à vérifier. Je vais lui faire les mises en situation réelle et représentative encore une fois. Et je vais m'assurer qu'il est en mesure de le faire plus d'une fois selon son fonctionnement à lui réel. Ça vaut la peine des fois d'analyser, les clients sont comme, oh, oui, c'est beau, je vais le charger, c'est correct, mais de dire, attends un petit peu, là, quand tu seras plus dans ton fauteuil, es-tu capable de tourner? Es-tu capable d'aller mettre la plug? Donc, de vraiment le faire là, de manière réaliste. Il y a aussi les appareils, pour la plupart, ont des certificats pour la sécurité en transport aérien, donc ce qui permet là, aux clients d'amener la motorisation en bagage de cabine. Donc, si c'est un usager qui voyage, je vais lui fournir le certificat ou encore lui montrer comment aller le chercher sur le web. La troisième étape, c'est la gestion des paramètres de la motorisation. Donc, il y a certaines motorisations qui requièrent des applications sur un téléphone intelligent. Il faut voir est-ce que la motorisation est requise vraiment par l'usager pour faire des mises à jour régulières ou on peut l'avoir, nous, là, comme intervenant au SAT, là, seulement pour faire la gestion des paramètres et ensuite le client quitte avec sa motorisation. Comme paramètre, c'est un peu comme un fauteuil motorisé, donc on va pouvoir aller gérer la vitesse maximale, l'accélération, la sensibilité. On a certaines motorisations qui vont avoir des modes de conduite, donc par exemple un mode plus doux, un mode plus sport. On va gérer le freinage. Il y a certaines motorisations, il faut rentrer le poids de l'usager. Donc, c'est vraiment là à voir selon le type de motorisation. Référez-vous aussi à votre représentant à ce niveau-là. Il y a certaines motorisations qui nécessitent des applications payantes pour avoir accès à plus de paramètres. Donc, la motorisation va s'utiliser sans l'application avec l'application de base, mais l'application payante va débloquer plus de paramètres, tu vois, plus de modes de conduite, plus de vitesse, certaines options comme l'anti-recul en pente, là, des choses comme ça. Par contre, c'est souvent des applications qui sont très dispendieuses et ce n'est pas remboursé par la RAMQ. Donc, c'est important là, de le savoir et d'en avoir discuté avec votre client au moment de l'évaluation, voir si ce sera requis par lui. C'est des applications qui sont liées à une motorisation avec un numéro de série. Donc, on ne peut pas non plus avoir, nous, comme intervenants, dire on achète une dans notre SAT puis on l'a, ça va fonctionner pour toutes les motorisations. Là, ça ne fonctionne pas comme ça.
Et la dernière étape va être vraiment la conduite et les mises en situation. Donc, le but, c'est d'effectuer des mises en situation qui vont être représentatives des déplacements réels effectués par mon usager. Et je vais souvent graduer du plus simple au plus complexe. Donc, on va commencer par les déplacements intérieurs sur terrain plat. Si c'est un client qui a besoin de faire la montée, descente de seuil, on va le faire. Les pentes, virages, freinage, arrêt d'urgence. Lorsque c'est possible, un client qui va aller à l'extérieur, je vais y aller, même l'hiver, parce que souvent, ils vont l'utiliser, même si ça fait pas nécessairement tout la motorisation, elle peut assister la propulsion entre le véhicule et un commerce. Donc, on va vraiment là, faire les mises en situation selon les déplacements qui sont effectués par notre client. Puis, on va généralement aussi là, diminuer la quantité de consignes qu'on va donner au fur et à mesure, voire là, au niveau de l'intégration des différents paramètres puis du fonctionnement de la motorisation. Donc, dernièrement, c'est le suivi. Donc, un suivi téléphonique ou par courriel un mois post-livraison permet de se questionner quelle utilisation est faite de la motorisation. Donc, comme moi et Joël ont mentionné pendant la présentation, et pour le processus d'évaluation, il faut vraiment voir tu sais, quel type de clientèle est utilisé. Puis il y en a des fois que il y a certains clients qui vont vendre l'utilisation pour dire oui, oui, je veux utiliser beaucoup à l'extérieur. Puis là, après ça, quand ils reçoivent la motorisation, ils disent, ben, j'ai pas tant utilisé. Donc, avec cette suivi-là, ça va nous permettre, comme thérapeute, de voir, ben, quelle clientèle c'est utilisé. Peut-être un type de profil X, peut-être on doit faire plus attention, puis un autre client qui est assis beaucoup dans leur fauteuil, c'est une meilleure utilisation. Ça nous permet aussi d'émettre des recommandations. Donc, est-ce qu'on doit faire des réparations? Est-ce qu'on doit réviser des techniques de soit l'installation ou la conduite? Est-ce qu'on doit offrir un suivi en personne aux clients? Ça est, comme mentionné avant, ça aussi nous fournit du feedback pour les prochaines évaluations. Donc, comme mentionné, quelle utilisation est faite par la motorisation, donc quelle clientèle est ciblée, et c'est quoi les avantages et inconvénients réels des produits. Donc, est-ce qu'il y a des produits qui sont plus performants que les autres? Puis, ça nous aide à faire des suivis aussi avec des représentants devant des problématiques récurrentes. Donc, le suivi est bénéfique tant que pour l'utilisateur que pour l'ergothérapeute. Donc, il y a des différents types de suivi. Donc, avec l'ergo seulement, il y a ça peut être pour les difficultés fonctionnelles avec l'unité. Donc, au niveau de la conduite, comment mettre et retirer la motorisation et voir est-ce que c'est plus un problème avec la configuration de l'appareil que la motorisation. Parce que peut-être on doit améliorer la configuration du fauteuil manuel pour permettre une meilleure utilisation du motorisation. Par la suite, avec l'ergo et le mécanicien, s'il y a des réparations, donc est-ce qu'il y a des réparations sur la motorisation, peut-être comment l'unité est installée, peut-être il y a une réparation à faire à ce niveau, peut-être un ajustement aussi de comment la motorisation est installée sur l'appareil manuel. Avec l'ergo et représentant, c'est plus un suivi quand il y a des problématiques plus complexes avec l'unité qui est comme un peu trop complexe pour l'ergo et le mécanicien. Donc, si on doit faire plus des ajustements précis au niveau de la paramètre de conduite, peut-être le client a eu beaucoup de bris rapides ou répétitifs que c'est inexplicable, puis on a besoin les conseils, les recommandations du représentant pour faire une meilleure analyse du produit. Et dernièrement, avec la TRS, ça peut être intéressant pour un entraînement à la conduite si requise. Donc, peut-être augmenter l'aisance pour l'utiliser, la motorisation, diminuer l'anxiété et familiariser avec les diverses fonctions et contrôles. Donc, le suivi n'est pas obligatoire ni systématique. Donc, c'est vraiment notre jugement clinique qui va déterminer si un suivi est requis. Donc, est-ce que c'est un nouvel utilisateur? Donc, quelques questions pour aider avec votre réflexion. Donc, est-ce que c'est un nouvel utilisateur? Comment ça s'est déroulé, les mises en situation pour mettre et retirer l'unité? Comment ça s'est passé, les mises en situation à la conduite? Est-ce que l'usager, lors de ces mises en situation, est-ce qu'il était confiant par rapport à l'utilisation de son unité?
Et est-ce que c'est un nouvel modèle de motorisation pour laquelle un feedback de la part de l'usager serait utile pour les futurs utilisateurs ou les autres cliniciens? Et ça fait aussi partie pour un client qu'on remplace une motorisation par un autre, par exemple pour des bruits répétitifs, mais ça serait bien de faire un suivi avec cet usager pour voir est-ce que la nouvelle motorisation qu'ils ont reçue, est-ce que ça a réglé le problème. Donc, c'est la fin de notre présentation. On va aller aux périodes de questions. Merci beaucoup, Joël et Mélissa. C'était très instructif.